Alors, est-ce qu'on fait la transition en français alors? En français. Très bien, je Commencez suis très vite, s'il vous plaît. sans problème, merci, prof. Bon, je crois qu'on se connaît, mais je me présente. Je m'appelle David Bradley, je suis rythmologue américain et je vous remercie de votre attention. Euh, on est là cet après-midi pour discuter un thème très important et quelque chose que nous aimons étudier et connaître, c'est le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Je vais vous montrer mes diapos. Et on a eu une belle discussion après la dernière séance. J'espère que vous n'hésiterez pas de m'interrompre si vous voulez. Euh, je veux juste que vous confirmiez que vous voyez mes diapos. Attendez. Oui, Est-ce que c'est bon? oui, c'est bon. Merci. OK. Bon, un grand plaisir d'être avec vous encore. On va cet après-midi discuter la physiologie du syndrome de Wolff-Parkinson-White. On va aussi décrire un peu les retrouvailles cliniques et les risques du syndrome. On va montrer la prise en charge médicale et interventionnelle du syndrome. Et on va parler un peu de ce qu'on fait au laboratoire, au bloc, dans la salle de cathé, chez les jeunes avec le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les définitions, je crois que vous savez déjà que le WPW, ça veut dire le syndrome de Wolff-Parkinson-White, ce qui est l'association de la préexcitation en ECG, mais aussi de la palpitation chez l'enfant qui a la tachycardie. Donc, c'est les deux qui est vraiment le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Quand on a le motif WPW sur l'ECG, ça, c'est quand on voit la préexcitation en ECG, mais on n'a pas de symptômes, on n'a pas de tachycardie. Il est possible d'avoir ce qui s'appelle le WPW asymptomatique, qui est c'est un peu de polémique là-dessus pour la prise en charge, parce qu'on doit décider si ça vaut ou pas un traitement. Donc, la tachycardie supraventriculaire, c'est le SVT ou la TSV en français. Et je crois que les autres, vous connaissez déjà. Bon, le syndrome a été décrit en 1930 par trois médecins américains et anglais euh, qui avaient reconnu dans un groupe de patients euh, une anormalité de l'ECG associée avec une tachycardie associée de temps en temps avec les morts subites ou les syncopes. Donc, on voit ici un ECG du rythme sinusal chez un cœur normal. Quand on a un cœur normal, sans WPW, et là, c'est à 60 minutes. Il y a la onde P et QRS, complexe QRS. Chez le Wolf, on trouve une morphologie ainsi. On a l'onde P, le complexe QRS qui sont liés. Donc, l'intervalle PR est court et la durée du complexe QRS est élevée, avec la forme delta en triangle du complexe. Donc, c'est cette association qui est reconnue comme le signe du Wolf. Le Wolf cause une tachycardie régulière avec complexe fin, comme vous voyez ici, régulière et avec le complexe fin. Donc, ça, c'est une tachycardie plus ou moins innocente. Les patients tolèrent assez bien cette tachycardie. Il est assez rare que ça devient instable, surtout chez les enfants où même les fréquences de 300 sont bien tolérées par les petits.
Mais il est possible aussi d'avoir des tachycardies qui sont instables, qui sont irrégulières. Et ça, c'est important parce que ça peut être autre chose que la tachycardie supraventriculaire. On a noté donc que les patients avec le Wolf ont des tachycardies régulières et stables et des tachycardies irrégulières et des événements très sévères, les syncopes et les morts subites. Bon, on va d'abord parler de l'activation électrique du cœur. Vous voyez la dépolarisation des oreillettes. Et puis, il y a l'excitation des ventricules par le nœud AV. Donc, vous verrez que ça descend jusqu'au ventricule. Et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pont entre les oreillettes et les ventricules, sauf le nœud AV. Ça, c'est le seul conduit pour l'activation. Le reste est isolé parce que les anneaux mitral et tricuspide sont une forme d'isolation, isolement. Il n'y a pas d'excitation de ces anneaux fibreux. Donc, il n'est pas possible que l'excitation passe d'oreillette vers les ventricules autre que le nœud AV. Comme ça, vous verrez qu'il y a un délai entre la contraction des oreillettes et les ventricules pour qu'il y ait le remplissage des ventricules. Donc ici, en dessin, vous verrez ce paroi, leur oreillette gauche, ventricule gauche, ici dans ce dessin. Mais je veux que vous sachiez comment marche cette anatomie, parce que là, en bleu, vous verrez le myocarde à oreillette gauche. En bas, myocarde ventriculaire gauche. Et ici, au milieu, il y a la valve mitrale qui les sépare, qui n'est pas excitable. Donc, il n'est pas possible que les potentielle action passe de l'oreillette jusqu'au en bas. Vous verrez aussi la proximité de l'artère coronaire et de la veine, bon, c'est le sinus coronaire ici, et les tissus gras qui entourent ces vaisseaux. Donc, ça, c'est l'anatomie de l'anneau normal. Mais quand on a une excitation, il y a l'oreillette et après, avec un certain délai, il y a l'acceptation ventriculaire. Dans la présence d'une voie accessoire, vous verrez qu'il y a maintenant une connexion excitable entre l'oreillette et le ventricule. Il est important de noter, nous parlons des voies épicardiques et des voies endocardiques, mais en réalité, la plupart des voies accessoires sont épicardiques comme ça. Il est possible de les abattre de l'intérieur du cœur, mais ils existent en fait à l'extérieur du cœur. Bon, donc l'excitation auriculaire, vous verrez que ça peut passer directement ici à travers la voie jusqu'au ventricule. Vous voyez comme ça? Ce qui fait que un battement qui commence au nœud sinusal passe d'abord par la voie et ensuite par le nœud AV. Vous verrez le normal ici à gauche et le wolf à droite. Ça passe d'abord par la voie et ensuite, après le délai, par le nœud AV, ce qui fait que le complexe QRS du Wolf, c'est une fusion entre ces deux pistes d'excitation. La tachycardie supraventriculaire, c'est autre chose complètement. La tachycardie supraventriculaire n'est pas préexcitée. Il n'y a pas d'onde delta dans le SVT, dans la TSV. Ça ne se voit plus parce que la voie ne sert pas comme voie AAV que maintenant, voie VA. La conduction va de façon rétrograde du ventricule jusqu'à l'oreillette, comme ça. Donc, c'est pour ça que ça perd l'onde delta. Quand vous voyez un malade qui arrive en tachycardie supraventriculaire, il ne sera pas possible de savoir qu'il est Wolf ou pas sans terminer la tachycardie.
Ici, ça, c'est la conduction rétrograde et il y a des voies accessoires qui n'ont pas que cette conduction rétrograde. Donc, ils ne sont pas visibles sur le CG au repos. Et donc, ça, c'est les wolf concealed, wolf caché, je crois. Je ne sais pas. L'un de vous, mes collègues, peut-être vous pouvez me dire comment ça se dit en français, mais c'est les wolves cachés. Oui, oui, professeur Bradley, c'est ça. Wolf OK, Cat. merci. OK, donc vous verrez dans ce dessin que dans ce dessin, on a une voie bidirectionnelle ici et il peut y avoir des voies qui ont une conduction antérograde unique ou rétrograde unique. Toutes les formes existent. OK, donc pour summariser, pour résumer, le Wolf Parkinson White, c'est dû à une voie accessoire entre l'oreillette et le ventricule. Cette voie permet une excitation du ventricule euh, précoce qui crée cette forme unique de l'ECG. Il est possible que chez les wolves, on n'a pas de symptômes, on n'a que de les tachycardies, les épisodes de tachycardie, ou bien les tachycardies à haut risque de mort subite. Chez les enfants, il est important de savoir que il y a beaucoup de tachycardie chez les fœtus ainsi que les nouveau-nés qui va résoudre tout seul, sans traitement. Donc, il est possible pour les voies accessoires de résorber complètement, de ne plus être là. C'est un développement favorable. Donc, un nouveau-né qui a un ECG anormal, mais pas de symptômes, vous n'avez pas que de le suivre et de refaire les ECG pour vérifier que l'onde delta euh, part tout seul. Mais il y a d'autres enfants où ça reste et les tachycardies continuent. C'est à peu près la moitié des enfants nés avec un syndrome de Wolff vont avoir une résolution sans ablation. Mais il est possible que pour un certain bout de temps, il sera nécessaire de leur donner les médicaments. Bon, il faut, il faut parler de la fibrillation atriale. La fibrillation atriale n'est pas vraiment une tachycardie fréquente chez les jeunes, mais il faut réfléchir sur ses fonctions. L'oreillette est rapidement excitée de façon irrégulière, donc à 250 à 500 par minute. Dans le cœur normal, la fréquence ventriculaire est beaucoup plus bas. Euh, et usuellement, c'est une fréquence tout à fait stable. Mais il faut noter que la présence d'une voie accessoire augmente la, la possibilité d'avoir la fibrillation atriale. Même juste avoir la voie augmente la possibilité d'avoir une fibrillation atriale, même chez un enfant. Il est aussi nécessaire de savoir que la TSV mène à la fibrillation atriale dans certains enfants. Ici, on voit la fibrillation atriale. On a une fréquence élevée dans l'oreillette, mais la fréquence ventriculaire, bien que irrégulière, elle n'est pas très haute. Dans la présence d'un Wolf Parkinson White, on voit cette irrégularité et rapidité est augmentée. On voit les complexes qui sont plus grandes, plus larges, et on voit que il y a une variabilité à la forme QRS. Il faut apprécier ces variabilités pour bien diagnostiquer cette situation. Vous voyez ici à gauche, on a une fibrillation atriale dans la présence d'une voie accessoire. Et à droite,
que ça dégénère en fibrillation auriculaire. Ça, c'est le mécanisme de la mort subite chez le wolf. Donc, pour résumer, la fibrillation atriale se passe plus fréquemment chez les enfants avec le wolf que les autres. Certains malades ont des voies accessoires qui ont la capacité de conduire, de passer beaucoup de battements rapidement au ventricule. Ces voies de haut risque sont identifiées par une mesure qui s'appelle le SPERI. C'est l'intervalle préexcité en fibrillation atriale minime. OK? Et la conduction de la fibrillation atriale peut développer en fibrillation ventriculaire, euh, ce qui menace la vie de l'enfant. La mortalité est rare. Il faut avouer que la fréquence, l'incidence des malades avec le wolf qui risquent une mort subite, c'est de 1 sur 1000. Et dans la population générale, la présence de la préexcitation est de plus ou moins 1 par 1000. Donc, on parle d'une fréquence de 1 sur million, mais il est quand même possible que ça arrive. Je vais mettre en contexte cette fréquence de mort subite chez les wolves et vous verrez que par exemple, ça c'est de l'article célèbre de Marron sur les causes de mort subite chez les jeunes athlètes de 2009. Vous voyez que 36% de ces malades avaient l'hypertrophie la cardiomyopathie hypertrophique, que 17% avaient des anomalies des artères coronaires. Et donc, les Wolves composaient que 2% de ce groupe de 690 malades. Et donc, ça, c'est un faible pourcentage de malades qui souffrent de mort subite due à la voie accessoire. Mais il faut savoir que c'est quand même considéré l'une des causes. Bon. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs associations avec les cœurs anormaux chez les jeunes avec le Wolff Parkinson White, telles que l'anomalie Epstein qui est ici quand on a une anomalie de l'anneau tricuspide, ce qui fait que quand on a un anneau qui n'est pas normal, on a des croisements de l'anneau, les voies accessoires qui peuvent être multiples et euh, très complexes chez ces malades. Donc, il faut considérer la possibilité de Wolff Parkinson White en tout malade avec l'anomalie d'Epstein. Certaines formes de la cardiomyopathie hypertrophique peuvent avoir des voies accessoires, ainsi que avec la transposition congénitale corrigée, qui fait que la tricuspide soit au côté gauche du cœur. Donc, dans ces situations, il est possible d'avoir une voie accessoire de ce côté-là. Il faut apprécier aussi que les rhabdomyomes, les tumeurs bénins du cœur qui se trouvent dans certains nouveau-nés peuvent servir comme voie accessoire à l'anneau du cœur. Donc, euh, une cause de cas très, très difficile dans mon expérience. Il y a aussi un gène qui s'appelle PRKAG2, qui est un gène qui explique une cardiopathie héréditaire associée avec la préexcitation et qui cause une tachycardie très, très réfractoire. Bon, je vous présente aussi un ECG d'un jeune avec un SVT pas dû au Wolff Parkinson White. Vous verrez ici que c'est une tachycardie à complexe fin qui est traitée, où la prise en charge est plus ou moins exactement ce qu'on fait pour le Wolff, mais c'est pas du tout le Wolff, c'est dû à un nœud
avait ou bien d'une voix qui est cachée. Euh, Toutes les deux tachycardies sont stables et n'ont pas de risque de mort subite comme le Wolf. Le traitement médical est d'apprécier. À gauche, les traitements acceptés, les bêta-bloquants, la flécanide et la myodarone. Je crois qu'il est mieux de commencer par le bêta-bloquant parce que c'est mieux toléré et moins d'effets secondaires. À droite, on voit le digoxine. Digoxine est considéré comme contre-indiqué pour le Wolf. Ça ça peut pousser vers le haut risque pour ces voies, et, ainsi que les bloquants des canaux de calcium, euh, diltiazem, verapamil, tout ça, on évite. Donc, il est contre-indiqué pour les patients à Wolff Parkinson White, et donc on reste avec ces médicaments à gauche. On a fait des études prospectives de la préexcitation asymptomatique chez les jeunes. Les Italiens ont étudié en 2009 un groupe de 184 malades, et malheureusement, le reste de cette étude, c'est plus tard dans mes diapos, donc on en parlera tout à l'heure. Vous voyez ici que l'ablation, vous voyez ici, ça c'est l'ablation dans le même endroit où on a vu les dessins tout à l'heure. Vous voyez que l'ablation depuis l'intérieur du cœur arrive à terminer la conduction dans la voie accessoire ici, et grâce au tissu gras ici autour des vaisseaux, on en a rarement des déchets secondaires ici aux artères coronaires. Je vous montre encore quelques ECG critiques, parce que ce phénomène est souvent mal entendu et mal diagnostiqué. Ici, ça c'est la tachycardie due à la fibrillation atriale dans la présence du Wolf. Ça c'est l'image qu'on a vue. Ici, c'est un autre malade. Vous voyez ici à gauche la fibrillation auriculaire. Ça c'est un jeune de 15 ans. Et les complexes variables, mais bon, variables, mais quand même similaires, irrégulières, dues à cette tachycardie. OK, ça c'est le concept de Sperry. Ça c'est le shortest pre-excited RR interval. Donc, quand on a un malade qui est en fibrillation atriale, soit cliniquement ou dans le laboratoire, on mesure l'intervalle le plus court entre deux complexes préexcités pour mesurer ces valeurs. Donc, la valeur de 250 est considérée comme la ligne rouge pour le risque. Vous verrez ici, c'est une vieille étude de 1999, 79. Ils ont étudié au laboratoire les adultes qui avaient eu un arrêt cardiaque et quelques autres qui n'avaient pas eu d'arrêt, qui avaient aussi le Wolff Parkinson White à l'ECG. Et ils ont trouvé que le Sperry, cette valeur-là, mesurait 250 ou moins chez tous ceux qui avaient eu un arrêt cardiaque, et qui était plus long dans les autres malades, ce qui faisait qu'ils avaient conclu que si on avait un Sperry de 250 ou moins de millisecondes, on avait besoin d'une ablation. Si c'était plus long, on n'avait pas de risque de mort subite. C'est ce qu'ils avaient conclu. On a révisé ces conclusions chez les jeunes. Voilà, ça c'est shortest pre-excited RR, ça c'est la mesure. Ici, c'est la chirurgie où ils divisaient ces voies accessoires
parce que avant les années 80, on était obligé de le faire au bloc opératoire. C'était une grande chirurgie cardiaque et la prof Mervat nous a décrit les cas où elle a vu qu'il y avait des blocs, avaient les complications vraiment affreuses. Donc, on a sélectionné très soigneusement les malades qui méritaient cette chirurgie à cœur ouvert. Maintenant, la réussite à l'ablation est très, très haute. Ça, c'est les vieux chiffres des années 90, mais quand même, c'est des grosses études systématiques multicentriques qui nous ont montré que l'ablation était très efficace. Bon, je fais retour à l'étude où ils avaient étudié l'effet de l'ablation sur le wolf de façon randomisée. C'est un peu incroyable qu'ils avaient fait l'étude électrophysiologique et dans la moitié des malades, ils n'ont pas fait l'ablation. C'est vraiment incroyable qu'ils ont pu faire cette étude, mais ils l'ont fait. Et vous voyez que après, ceux qui avaient l'ablation avaient les arythmies très rarement. Ceux qui n'avaient pas d'ablation, qui avaient l'étude pour le wolf, avaient des arythmies très fréquemment. Et d'entre ces malades, il y avait quand même aussi un arrêt cardiaque pendant le sport chez un jeune qui était dans le groupe de contrôle. On a été choqués de lire cette étude parce qu'on savait que, bon, si on voyait une voix à haut risque, on croyait que c'était évident que c'était mieux de la blatter. Également, ils avaient étudié l'histoire naturelle de la préexcitation asymptomatique. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas eu de symptômes. Et est-ce qu'il y avait des valeurs qui étaient obtenues à l'étude électrophysiologique pour prévoir des complications? Ils avaient pris 244 jeunes patients, donc, dont 184 avaient consenti de participer, et d'entre eux, 133 n'avaient pas eu d'événements dans la suite, dans le suivi. Mais 51 avaient des événements, 29 avec une tachycardie supraventriculaire, 22 avec la fibrillation auriculaire, et il y avait 19 qui étaient potentiellement dangereux. Donc, c'est vraiment clair que des malades avec ou sans symptômes dans le futur, il est possible qu'ils deviennent symptomatiques. Il fallait noter les âges des trois qui avaient des grosses arythmies en suivi. Ils avaient 10 ans, 8 ans, 12 ans. Ils étaient tous mâles. Ils avaient des spéries de 200, 190 et 200, ce qui fait qu'ils avaient tous les trois, ils avaient des voix à haut risque. Mais on a apprécié que même les enfants, comme dans ce tracé, vous verrez, vous apprécierez que les complexes ici ne sont pas tous préexcités. Il y a la préexcitation ici, 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 mais pas là, là ou là. Donc, il est possible d'avoir une préexcitation intermittente. Et dans les malades qui ont cette ECG, 17% avaient quand même au laboratoire les voix à haut risque. Donc, il n'est pas possible de conclure que même chez les enfants de préexcitation intermittente, que ça soit de bas risque. Bon, la prise en charge, les manœuvres vagales, les bêta-bloquants, et chez ceux qui n'ont pas de bons résultats avec les bêta-bloquants, on ajoute la flécanide. Une fois que les enfants arrivent à 15 kg de poids,
on pense à leur faire l'ablation. Euh, Si on a des problèmes de contrôle avec les médicaments, on les fait ablater, mais ceux qui sont sous contrôle peuvent attendre. Les enfants, les jeunes qui ont une fibrillation atriale qui est conduite rapidement, il est nécessaire de les convertir au sinus et de les ablater. Ce n'est pas une chose qui peut attendre ou laisser sans traitement. Si, par exemple, on n'avait pas la possibilité d'une ablation, mais on avait reconnu une fibrillation atriale, je crois que la flécanite serait euh, appropriée. Bon, les signaux intracardiaques sont celles-ci, et vous verrez que ici à gauche, on a le Wolf, à droite, c'est après l'ablation. On va suivre les cathéters aussi pour voir comment changent les intervalles. Ça, c'est RF, ça veut dire le cathéter d'ablation qui est sur la voie. Là, on voit une AV très fusionnée. Après l'ablation, vous voyez dans le même endroit qu'il y a un espace. Dans le IS, le cathéter du IS, il n'y a vraiment pas trop de changements. Mais ce qui change, c'est que l'intervalle HV, qui est du H au des premières déflexions ventriculaires, ce qui se trouve ici, HV, c'est presque zéro dans ce tracé. Ici aussi, on voit l'activation ventriculaire en rythme sinusal n'est pas normale. On a dans le sinus coronaire distal, on voit la V est la plus précoce. Donc, après l'ablation, ce n'est plus le cas. Donc, ce qu'on apprécie dans les signaux intercardiaques, c'est un intervalle HV qui est court, une activation ventriculaire qui est excentrique, un intervalle AH qui n'est pas anormal, qui reste normal dans le cathéter IS. Il faut noter aussi que l'ECG est a beaucoup de valeur, même quand on a beaucoup de cathéters, il est très intéressant de surveiller les ECG parce que les ECG de surface donnent beaucoup d'informations de ce qui se passe dans ces études. Ici, c'est l'activation, la cartographie à 3D. Carto, vous voyez la voie accessoire ici dans le sinus coronaire proximal. Ici, on a un cathéter IS, un cathéter du sinus coronaire, cathéter ventricule droit, et puis l'ablation ne se voit pas dans cette image. Mais ce qu'on apprécie, c'est l'activation auriculaire précoce en tachycardie supraventriculaire est ici dans la bouche du sinus coronaire. Les risques de l'ablation sont bas. Il n'y a pas trop de risques. Il faut penser à l'épanchement péricardique, le bloc AV, quand on fait l'ablation près du faisceau 10, et aussi dû au mouvement des cathéters dans le cœur, surtout dans l'oreillette gauche, la possibilité d'accident cérébral. C'est pour ça qu'on utilise l'anticoagulation quand les cathéters sont au côté gauche du cœur. Mais la mort, ce sont les chiffres de 2003, donc c'est vieux. Ça a beaucoup baissé depuis et les morts sont très rares. Maintenant, c'est presque, ça ne se passe presque plus, sauf dans les cas où on n'a pas apprécié une complication en évolution. Donc, pour résumer, le syndrome de Wolff est dû à une voie accessoire qu'on voit sur l'ECG en forme de préexcitation. Ça cause la tachycardie supraventriculaire et rarement les événements
euh, d'arrêt cardiaque. Le, la préexcitation peut se voir dans un individu qui n'a pas de symptômes, mais il peut toujours mériter une évaluation et un suivi. La tachycardie supraventriculaire dans le malade qui n'a pas le Wolf n'est pas, il a les symptômes qui sont pas confortables, mais il ne court pas de risque, il n'a pas de risque de rythme sévère. Les bêta-bloquants sont un traitement utile pour les épisodes de tachycardie supraventriculaire avec ou sans la présence du Wolf. Et l'ablation est un très bon euh, traitement permanent pour ces maladies, si disponible. On n'a pas touché sur certains thèmes, les voies Mannheim, les problèmes de cartographie et les ablations spécifiques, mais je crois qu'on peut en parler dans une future séance. Je vais m'arrêter là parce que je vais voir s'il y a toute question ou souci. Mes collègues francophones, comment ça va ce soir? Oui, professeur Bradley. Si je peux poser une question, comment vous faites en pratique le mapping de la voie accessoire? Est-ce que vous cherchez toujours, par exemple, en antérograde, vous cherchez le AV le plus court ou le ventricule le plus précoce? Comment est-ce que vous mappez tout l'anneau, par exemple, tricuspide quand il s'agit d'une voie accessoire à droite ou vous orientez par l'ECG, la localisation de l'ECG? Parce qu'on a fait pour le moment plus 25 ablations. Et parfois, c'est pas très facile les voies accessoires. Oui, c'est vraiment difficile et ça vient de plus en plus facile avec le temps. C'est des très, très bonnes questions. Comment aborder ces voies? Euh, quand j'ai la... Bon, vraiment, le Wolf, c'est un luxe parce on peut chercher l'activation antérograde ainsi que rétrograde. Ça, c'est un luxe. Donc, je l'ai fait des deux sens. Et même, je le fais avec la stimulation auriculaire ainsi que pendant la tachycardie si possible. Donc, je l'ai fait, je l'examine par tous les trois moyens parce que tout ça augmente la spécificité et ça vous permet de bien trouver les petits potentiels qui peuvent identifier la voie. Surtout dans les endroits comme le septum inférieur, qui est très trois-dimensionnel, très difficile. Passer un peu de temps avec le cathéter près de la voie vous permet de mieux choisir l'endroit. Ce qui est très important, moi, j'essaie de mesurer toujours la précoce, la V précoce. Il faut pas trop dépendre de la fusion des signaux parce qu'il est possible d'avoir par exemple, quand on fait la cartographie antérograde, il est possible d'avoir un A qui est tard à côté d'un V qui n'est pas trop précoce. Et on peut conclure que c'est vraiment fusionné, mais c'est quand même pas un V précoce. Il faut vraiment mesurer, avoir un système de mesurer où ai-je le signal le plus précoce et de stimuler près de la voix et si possible euh, vraiment mapper de plusieurs façons. Comme ça, je choisis l'endroit. Moi, j'utilise la plupart du temps, aux US, j'utilise la cartographie 3D dans tous les cas, mais en Afrique, je n'ai que la fluoro et je dépends plus des signaux et de fluoroscopie. Merci beaucoup, professeur Bradley, pour cette belle présentation, belle lecture. J'ai une petite question concernant la période réfractaire pour la stratification des risques des voies accessoires. Est-ce que vous induisez systématiquement la fibrillation atriale sur Isuprel pour mesurer le RR le plus court ou vous contentez d'une stimulation atriale programmée? C'est une très bonne question.
je sais plusieurs choses là-dessus. Je sais que, bon, non, non, je ne fais pas forcément l'induction de fibrillation atriale. Euh, Parce que ce qu'on a trouvé, c'est que même les mesures au laboratoire ne nous permettent pas d'identifier les malades qui sont à haut risque et pas. Donc, malheureusement, le risque n'est pas vraiment estimable au laboratoire. On a eu des conférences où on a partagé les cas rares et nous avons même les cas qui avaient l'impression que c'était vraiment pas risque, ont eu des événements cliniques après. Donc, on fait presque systématiquement, on fait l'ablation. Euh, on ne prend pas trop en compte le risque, euh, mais on fait une étude complète quand même parce que il est important de savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il y a comme voie. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Mais nous, une fois qu'on est au laboratoire, il est rare que nous fassions pas d'ablation. Bon, alors, je crois que je vais conclure et je vous remercie encore d'être là avec nous. On sera encore là dans 2 semaines et je vous invite toujours d'apporter vos cas, vos discussions, vos questions quoi que ça soit, et si ça soit ici dans la séance ou par email, je serai content de les partager avec le groupe après. Euh, donc, bonne nuit et à la prochaine. Bonne nuit, David, et Merci. à la prochaine, 2 semaines. Bye bye. Ok, ok, merci beaucoup, bonne nuit. Bonne nuit.